Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le 101e d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat, vous le savez, avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité du ballon rond dans la région avec un focus sur le club d'Angesco et sur l'un de ses joueurs en particulier. Il a évolué du côté de Saint-Nazaire, du côté du FC Nantes. Il est désormais au SCO d'Angers. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau monsieur Baptista Mendy. Salut Baptista. Ça va ? Ouais, assis-toi, je t'en prie. Bienvenue dans le petit vestiaire d'une semaine en ballon. Tu vois, il y a pas mal de maillots quand même. Ouais, j'ai vu ça. Hein, on a tourné avec tous les joueurs de la région, des gens que tu connais évidemment, et on va en reparler. D'abord un petit mot sur la santé toujours, comment ça va? Ouais, ça va très bien et vous? Ouais, bah, pas mal, on fait avec. Petit genou douloureux moi, mais bon, ça devrait passer. Donc l'essentiel c'est toi par rapport au match. Comme pour chaque invité, on va revenir un petit peu sur ta carrière, même si t'es jeune, 22 ans, donc elle est courte, mais t'es déjà passé par plusieurs clubs, actuellement en Angesco, on l'a dit, précédemment à Nantes, formé à Saint-Nazaire. On va regarder ensemble un petit peu le CV. Alors le SNOS, ça a été ton premier club? Ouais. Et c'est devenu le SNAF. Explique, il y a eu une fusion, c'est ça? Il y a une fusion entre le Stade Nazérien et le SNAF, et ça a donné le SNAF. D'accord, et donc tu as joué à la fois dans les deux clubs, et puis celui de la fusion, celui du SNOS, et puis après le SNAF. Ouais, du SNOS, ouais. D'accord. Bon, on va justement regarder un petit peu tout ça, parce qu'il y a eu pas mal d'entraîneurs du côté de ta formation nazérienne. D'abord, tu n'as pas évolué dans d'autres clubs de Saint-Nazaire? Tu es arrivé à quel âge au SNOS? Je suis arrivé au SNOS à l'âge de 7 ans. Ah oui, donc quasiment en école de foot, quoi. Ouais, école de foot, directement débutant. C'était quoi? Tu jouais au départ avec les potes à côté, et puis tu as décidé de te licencier, ou comment ça s'est passé? Ouais, voilà, je jouais avec mes potes dehors, et après j'ai décidé de me lancer dans un club. Bon, une petite dédicace à la Chênaie, à la Tréballe et à tous les quartiers de Saint-Nazaire, par où est passé Baptista Mendy, où d'ailleurs ta famille vit toujours. Ouais, Et voilà. voilà. Alors on les embrasse en même temps. On parlait des entraîneurs que tu as pu avoir à Saint-Nazaire. Il y en a un qui a tenu à te saluer déjà, que tu connais évidemment très bien, qui t'a suivi. C'est Nicolas Stéphane, ça te dit quelque chose? Nicolas Stéphane, ouais. Ouais. Ah bah, écoute-le justement, il a un petit truc à te dire, on l'écoute. Salut Baptista, je vais revenir sur ta saison en U15 à Saint-Nazaire et plus particulièrement sur ton essai à la Jaunelière. J'imagine que c'est un souvenir qui est resté gravé dans ta mémoire. Moi je me rappelle que à l'aller ou au retour, il n'y avait pas beaucoup de paroles. Et donc aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu peux me dire quelles émotions tu as ressenties, par quels sentiments tu es passé et quels souvenirs tu en gardes aujourd'hui? Alors la question de Nicolas Stéphane, qui t'a eu pendant combien de temps en éducateur-entraîneur là? Il a eu 1 an, 2 ans? Il m'a eu 1 an. 1 an, Ouais, d'accord. 1 an, ouais. Donc c'est un bon souvenir que tu avais avec lui. Hein. Ouais, très bon souvenir, ouais. Bon alors, ce déplacement, cet essai à la Jaunelière, parce que là on parle des U15, donc tu avais quand même quelques années dans ton club formateur de Saint-Nazaire. Ouais. Il y a eu cet essai d'abord. Pourquoi il dit qu'il n'y avait plus de son, plus d'image? C'était stressant d'y aller ou pas? Non, pas forcément. Après, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il paraît. Mais bon, sur le plateau, on voit que c'est pas le cas, tu parles. Ouais, je parle. Alors comment ça s'est passé déjà à l'aller? Est-ce que tu stressais avant de faire cet essai ou pas du tout? Non, je stressais pas, parce que j'étais déjà en sélection Ligue Ah oui, et avec plusieurs personnes du FC Nantes. Ça fait que la plupart des joueurs là-bas, je les connaissais. d'accord. J'en connaissais beaucoup. Donc tu voyais le niveau à peu près qu'il y avait là-bas? Ouais, je voyais déjà le niveau à peu près. Ouais. Et alors même comment en ça jeu s'est contrôle passé? aussi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait passer comme test? Bah, c'était un entraînement, je me suis entraîné avec eux. C'était un mercredi, je me souviens bien. Un mercredi, je me suis entraîné avec eux. Et on a fait des petits matchs, comme un entraînement normal, quoi, en fait. Et alors comment ça s'est passé par rapport à des entraînements normaux? Est-ce que toi tu t'es senti au niveau de tout le monde, ou comment ça s'est passé? Bah, le premier entraînement, je me suis bien senti. Hein. Ça va, quand même. Ouais, je me suis mis dedans directement. Et comme je connaissais beaucoup de joueurs déjà, bah, ils m'ont bien accueilli déjà. Ouais, voilà. C'était plus facile. À la fin, quand il s'agit de revenir, il en parle, Nicolas d'ailleurs, dans la voiture. Tu sais que tu te dis, allez, c'est bon, je vais être pris ou pas? Non, je me suis pas dit ça. Non? Je me suis pas dit ça. Je savais pas du tout, même si j'allais être pris ou pas être pris. Après, ils m'ont rappelé pour faire un stage. J'ai un stage d'1 semaine. J'étais lundi et mercredi,
Mercredi, ouais, ils m'ont fait signer. Ils t'ont fait signer. Ah, voilà. On verra évidemment tout ça en photo parce qu'on a quelques petits témoignages photos effectivement. On te voit d'ailleurs sur cette signature du côté du FC Nantes. Ça fait quand même quelques années. Ouais. Alors après, il y en a qui sont un petit peu plus récentes. On va les voir puisqu'il y a des matchs déjà et du côté de Sopin. Et puis il y a aussi des entraînements avec le groupe professionnel. D'ailleurs, on voit Emiliano Sala qui est juste à côté de toi. Juste un petit mot pour revenir sur Saint-Nazaire parce que quand on est, peu importe, nazérien, mais dans des petits clubs amateurs, il y a toujours ce rêve de se dire à un moment on va être repéré par les grands clubs avoisinants. Alors ça peut être Nantes, ça peut être Angers. C'était ton cas, tu y pensais? Au début, j'y pensais pas trop. Après, quand j'ai vu que ça commençait à devenir sérieux, c'est quand je faisais les sélections de ligue. Je voyais Ça arrivait vite? C'était à quel âge? U14, ouais. Hmm. Ouais, U14. Quand je passe sur le grand terrain, en fait, c'est ça. On voit la photo du SNOS là d'ailleurs. C'était la couleur bleu et rouge de l'époque, c'était ça? Ouais. Voilà, et C'est maintenant ça, c'est le logo du SNAF. Du SNAF en bleu. Voilà, avec la fusion des deux clubs. Bon, ouais, donc tu disais, au départ, c'était pas trop finalement un rêve. Et après, ça l'est devenu. Tu t'es dit, ouais, j'ai peut-être la capacité, non? On y pense toujours quand on est petit. On y pense toujours, mais après, il y a toujours un moment où tu te dis en mode, là, ça devient sérieux. Ben, c'est sûr. Ça devient sérieux, ouais. Et là, c'est devenu sérieux parce qu'à 15 ans, tu es parti de Saint-Nazaire déjà aussi, dans un premier temps. Et puis, tu as signé un premier contrat là-bas. Ils t'ont pris en fait en centre de formation du côté du FC Nantes. Ouais. Ça s'est passé, tu jouais quoi, en moins de 15 au départ, moins de 16? Comment c'est Quand je passé? suis arrivé au Ouais, Sénat, c'est 17, les 17 ouais, déjà? 17 directement, ouais. Parce que tu as été surclassé, c'est ça? Ouais, ma première année, ouais. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi du monde qui voulait parler de ça parce qu'il n'y a pas que les entraîneurs ou tes anciens entraîneurs qui t'ont suivi, il y a aussi des journalistes qui t'ont pas mal suivi. C'est notamment le cas de Pierre-Hakim Ougourny. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais en tout cas, lui, il tenait aussi à s'exprimer. On l'écoute. Batista a toujours été parmi les meilleurs de sa catégorie. Très facile, trop facile parfois. Pour avoir vu pas mal de matchs de lui en 17, en 19 et en réserve, il avait parfois tendance, vu que c'était tellement facile pour lui, à être trop suffisant, à garder le ballon un peu trop. Et c'est vrai qu'il a gommé ce défaut. Et là, en Ligue 1, il joue toujours dans le bon tempo. Donc c'est quelqu'un qui s'adapte toujours au niveau où il joue. Et j'ai aucune inquiétude sur la suite de sa carrière. Je pense qu'il fera une très belle carrière. Voilà, Pierre-Hakim Ougourny de Ouest France, que tu as pu croiser, j'imagine, il y a quelques temps quand tu étais du côté du FC Nantes. Tu es d'accord avec lui? Est-ce qu'il y avait un peu de suffisance au départ parce que tu étais peut-être au-dessus des autres? Après, au début, je faisais pas exprès. C'était naturel? Ouais, c'était naturel. Et après, mes entraîneurs, ils me le disaient à chaque fois. Ils me le répétaient, jusqu'à ce que ça rentre. Et après, plus je montais de niveau, plus j'étais avec les grands et plus je gommais petit à petit ces erreurs-là. Ouais. Et c'est vrai que plus on grimpe aussi, plus il y a d'attente. Et donc la concentration, l'état d'esprit, ça doit être un truc impeccable pour pouvoir évoluer au plus haut niveau, non? Ouais, voilà. Après, faut avoir un jeu mature parce que j'avais un jeu plutôt gamin un peu, de garder le ballon, de vouloir jouer. Et plus j'ai grandi, plus c'est là que je me suis dit qu'il faut que je devienne mature. Lâcher le ballon en conséquence, quand il faut, à bon escient, et puis pouvoir le garder quand c'est le cas. On va reparler évidemment de toute cette formation et puis de cet apprentissage et de l'évolution que tu as pu avoir dans le milieu du foot. Mais comme chaque semaine, on va aller faire un petit détour par les réseaux sociaux. C'est le Zapping Foot et on revient après avec Baptista Mendy. De lo habitual, es lo que está pasando acá en el estadio, es una serpiente lo que hay en el terreno de juego. Es el fútbol de Guatemala. Forma en que Bruno Mariani se metió al campo después de que quedó lesionado, la falla de Aelcio dos Santos o esta... No, la serpiente, señor. La serpiente. Se lleva hoy esta es la jugada del partido. A producción, por favor. الكرة للحارس كان سوء تفاهم ما بين الدفاع والحارس لما شوف الكرة أنها هربت عليه لما شاف الكرة وأنها هربت عليه حاول يبعدها فإذا به يسددها في المرمى المهاجم من يرتدي القميص.
Ah, et on rigole pas avec les matchs en Amérique du Sud, le serpent, ça peut être flippant de jouer comme ça. En tout cas, ils s'en sont bien occupés parce que voilà, on l'a pas tué et au moins il est resté en vie. On a vu le zapping foot de la semaine. On va revenir avec Batista sur justement l'évolution de sa carrière. On parlait avec son ancien entraîneur de Saint-Nazaire, Nicolas Stéphan. On a vu Pierre-Hakim Ougourny. Il y a d'autres entraîneurs et notamment un certain Pierre Aristouille qui a tenu également à s'exprimer sur le plateau du USB et il nous parle de Batista Mendy. C'est parti. Salut Batista. Bon, tu reconnais ce terrain où tu as passé de nombreuses heures. On a travaillé longtemps ensemble, plus de 3 ans il me semble. Il y a eu des bons, des mauvais moments. Mais il y a une chose qui m'a marqué chez toi, c'est qu'à chaque fois que tu retrouvais ce terrain, à chaque fois que tu retrouvais le ballon, tu retrouvais le plaisir de l'enfance de jouer au foot. Et ça, c'était un bonheur à chaque fois. Voilà, de te voir prendre autant de plaisir. Alors ma question est la suivante, Batista. Est-ce que dans le monde pro maintenant, tu gardes toujours ce plaisir de jouer au foot qui te caractérisait si bien? Voilà mon gars, j'espère que tout va bien pour toi. À bientôt. Voilà, Pierre Aristouille, une relation particulière pendant 3 ans avec lui. Il disait des hauts, des bas. C'est vrai que ça a été une relation un peu particulière? Ouais, mais après avec lui, avec ce coach-là, j'ai beaucoup appris. Il m'a recadré, il m'a bien recadré à des moments. Parce que quoi, t'étais pas assez sérieux sur le timing, sur quoi? Non, c'est pas sur le timing, c'est sur le terrain. Ouais. Sur le terrain, des fois... Trop dispersé? Non, des fois, j'étais un peu têtu, des fois. Et quand il fallait lâcher le ballon, Ouais. C'était pas encore ça? Non. Tu t'en faisais un peu qu'à ta tête et... À des moments, ouais. Et alors, on écoute. Pourquoi à un moment, t'as écouté Pierre Aristouille et que tu t'es dit, faut peut-être que je passe par là, quoi? Bon, après, j'ai senti aussi qu'il voulait beaucoup m'aider et qu'il connaissait vraiment le foot. Ça fait que j'ai décidé d'écouter, d'être sérieux après. D'être sérieux. Alors Pierre, il posait la question, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir dans le milieu pro que dans le milieu où tu étais en formation? Toujours. C'est vrai? Ouais, toujours. Quand tu rentres sur un terrain, c'est quoi l'excitation première pour toi? Jouer. Ouais. Jouer le ballon, jouer. Rien n'a freiné en fait cette passion-là, même pas le côté où on est obligé d'avoir des résultats, ou pour toi, il y a vraiment ce plaisir, quoi. Ouais, moi, il y a toujours ce plaisir-là qu'il faut, même s'il faut les résultats, c'est important, mais dès que je vois le ballon et sur un terrain, mon but c'est jouer. Ça a été le cas. Alors, on a vu Pierre Aristouille pendant 3 ans, tu arrives à 18 ans. Il y a une vraie fausse signature à Brighton qui finalement est annulée. Tu restes au FC Nantes avec un premier contrat professionnel de 3 ans. Ça se passe. D'ailleurs, on en parlait un peu avec Pierre. Et finalement, tu restes pas au FC Nantes et tu signes à Angesco libre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Après, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de temps de jeu avec le monde pro et que maintenant, le but, c'est de jouer avec les pros. J'ai fini de faire ma formation et maintenant mon but c'était de jouer avec les pros. Et maintenant je suis parti l'été, j'ai décidé d'aller à Angers. Le coach il m'a appelé, il m'a montré son intérêt, donc du coup j'ai foncé. T'as foncé? Et c'était vraiment le bon moment? Tu sentais que de toute façon à Nantes c'était plié? Ouais, après quand j'ai parlé avec le coach Comboiré, que s'il restait, il comptait sur moi. Mais après, cette phrase-là, je l'avais trop entendue depuis que j'étais à Nantes. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques parce qu'après, je grandis. Les années filent, hein. Je grandis. Et au bout d'un moment, après, je serai plus un jeune. Donc, j'ai préféré partir pour avoir du temps de jeu. Et tu regrettes pas, j'imagine, non, ton choix. Pas mon choix, non. Ben non, t'as vu avec le maillot justement d'Angesco sur ces images. Et effectivement, parce qu'il a bien su, Gérald Batic, que Batista Mendy, il avait des qualités. Et notamment ces qualités qu'a découvert également Pierre-Hakim Ougourny du temps du FC Nantes. On écoute les qualités selon Pierre-Hakim Ougourny. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très puissant. Comme on peut le voir physiquement, mais il faut pas non plus s'arrêter à ça parce que techniquement il est très très facile, capable de sortir du pressing, capable de trouver des belles passes. On l'a vu dès son premier match avec Angers contre Lyon. Donc voilà, je trouve que c'est un joueur complet qui a l'avenir devant lui et qui peut faire une très belle carrière. Alors, pas que la puissance, évidemment, pas que la puissance, parce que tu le disais toi-même, plus jeune, t'aimais bien garder le ballon et bien tripoter la balle. Donc, tu te reconnais quand même dans ce qu'il dit, Pierre-Hakim?
Ouais, je me reconnais de ce qu'il dit. C'est ce que tu veux aussi montrer aux gens qui te découvrent aussi cette année, qu'il n'y a pas que la puissance. C'est vrai que tu fais 1m90, que t'es costaud, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la technique aussi. Important. Ouais, important aussi. Ouais. Alors on regarde justement les stats de Baptista Mendy pour sa première saison en Ligue 1. Il y a eu 27 matchs de championnat, 20 fois titulaire, 3 fois remplaçant, et on en reparlera dans quelques minutes de ce début de saison avec Angesco. C'est bien, est-ce que d'abord ces premières stats pour toi c'est ce que tu cherchais? Ouais, le temps de jeu c'est ce que je cherchais. Au début, je vous cache pas, je ne m'attendais pas à jouer autant de matchs, mais je me suis adapté. Je me suis adapté au championnat de Ligue 1 et au fur et à mesure, ça déroule. On n'a pas la sensation justement que le fossé finalement entre ce que tu as connu en N2 avec Nantes et la Ligue 1 soit si important que ça en te voyant, parce que physiquement, tu n'as pas eu de soucis, tu n'as pas eu de problèmes musculaires, tu n'as pas eu de problèmes à suivre les entraînements, les matchs? Non, j'ai pas eu de soucis sur le plan physique. Tout s'est enchaîné? Ouais, tout s'est enchaîné. Bon, et donc c'était évidemment ce qui était recherché. Alors, on a vu en revanche que tu occupes plusieurs postes. Tu as été formé quand même en milieu de terrain ou en défenseur central? À la base, quand j'étais à Saint-Nazaire, j'étais défenseur central. Ouais. Défenseur central. Et c'est ma dernière année au SNAF avec mon entraîneur Nicolas Stéphane qui m'a fait jouer au milieu de terrain. Et après, quand j'étais prêt à Nantes, au début, j'ai commencé un peu défenseur. Et on m'a monté au milieu, et au final, je suis resté au milieu de terrain. Tu restes au milieu. Alors, la question, moi, la mienne, c'est quel poste que tu préfères? Tu vas me dire, je veux jouer, je veux être dans le 11 de départ, c'est ça? Ouais. Mais vraiment, qu'est-ce que toi, tu préfères? Le poste que je préfère le plus, c'est milieu de terrain. Milieu de terrain. Ouais, milieu de terrain. C'est là où tu te retrouves le plus, où tu touches peut-être un peu plus, on touche un peu plus le ballon. Le ballon, mais voilà. Mais en tout cas, tu as dépanné plutôt bien du côté d'Angers. En défense centrale, d'ailleurs, la polyvalence, c'est souvent une caractéristique des joueurs de foot. On en parle de plus en plus. Alors, cette année, il y a des pistons aussi. Jimmy Cabot, à qui on souhaite un bon rétablissement, qui est blessé en ce moment, qui peut évoluer à plusieurs postes. Toi aussi, on l'a dit, défenseur central, milieu de terrain. Richard Coffin, justement, a voulu nous parler de cette polyvalence en nous donnant quelques exemples. Eh bien, on va l'écouter pour sa traditionnelle chronique. Édito Richard Coffin. Être polyvalent. La définition tombe du ciel. Avoir plusieurs compétences, plusieurs fonctions. En somme, être ça, un couteau suisse. Et je sais, c'est la séquence humour de cette chronique. La polyvalence consiste à pouvoir occuper plusieurs postes et de s'adapter très vite. De passer rapidement d'un poste à un autre, ce qui à haut niveau est une gageure. Ce qui permet, au passage, de voyager au sein de sa propre équipe. Et des exemples de voyageurs, outre notre invité du jour, des exemples, quand on cherche, on en trouve quelques-uns. Par exemple, au PSG. Tiens, j'ai pas de maillot du PSG. Bon, Marquinhos, qui s'est beaucoup baladé à l'époque de Turel entre le milieu et la défense, avec plus ou moins de réussite. À Nantes, Giroud est capable d'évoluer à l'arrière comme au milieu. À Pia, à droite ou à gauche, et devant, de Colomani, en passant par Blas, Coco, Goebbels ou encore Simon, tous peuvent jouer à des postes offensifs différents. Offensivement, on a plein de possibilités. Puis après, c'est surtout très appréciable parce que en face, les adversaires ne savent pas toujours qui avoir donc dans leur zone. Quand vous avez un défenseur qui prend le dessus sur un attaquant, il peut donc changer de poste et puis se retrouver donc ailleurs. Et puis finalement, lui, le défenseur en l'occurrence, se retrouver avec un autre attaquant et qui va vraiment lui poser des problèmes. Et oui, c'est une richesse. Tant que c'est une richesse qui nous apporte des résultats et surtout donc des attaquants qui marquent des buts, quoi. Sur le papier, la polyvalence, c'est bien. Et pour que cela se traduise sur la pelouse, il faut des joueurs, on l'a dit, qui s'adaptent vite et qui soient à l'écoute. Sinon, autant lâcher l'affaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, du temps en foot, on n'en a pas. Et non, ce sont surtout les entraîneurs qui n'en ont pas, parce que les pauvres, avec la pression du résultat, c'est pas toujours simple. On parlait Giroud, Marquinhos, Baptista Mendy, voilà, des joueurs susceptibles de pouvoir changer de poste. C'est important dans le football moderne? Ouais, c'est important. Parce que s'il y a un trou derrière, on peut dépanner. S'il y a un trou au milieu, on dépanne. Donc il y a plusieurs possibilités pour jouer, et ça, c'est vrai que c'est le plus intéressant. Alors, on a dit que tu venais de Saint-Nazaire, que tu avais joué à Nantes et puis que tu étais à Angers. Il y a eu l'équipe de France
aussi, jeune, jusqu'à U19. U19, C'est ça, hein, U19. D'ailleurs, on te voit en photo, tout jeune, sur cette photo, puis là, un petit peu au-dessus. Double nationalité, Guinée-Bissau, française. Est-ce que, depuis que tu n'es plus appelé en équipe de France, est-ce qu'on t'a sollicité en Guinée? Oh, on m'a sollicité déjà. Et alors? Après, je peux pas donner de réponse tout de suite. Tu te réserves un peu? Ouais, je me réserve un peu. Ouais, puis t'as le temps en même temps, c'est pas... Ouais, j'ai le temps encore, je suis encore jeune un peu. Bon, donc on verra pour la prochaine CAP et la prochaine sélection, si c'est en équipe de France du côté de Guinée-Bissau. Allez, on est parti pour voir le début de saison du côté d'Angesco. Et le début de saison, il avait plutôt été bon, hein, Baptista, parce que c'est vrai qu'Angers a vraiment bien débuté. Et puis, il y a eu cette espèce d'hiver pas terrible, où je ne sais pas si c'est le froid et la pluie qui vous ont fait ça, mais ça vous a un peu coupé l'herbe sous le pied. On va regarder les stats, d'ailleurs, du côté d'Angers, les dernières. Ça n'a pas été c'était 6 défaites consécutives. Une victoire lors des 10 dernières journées. D'ailleurs, merci à Thierry, au passage, d'avoir rectifié. Et 7 points pris sur 36 possibles. Et bien, voilà. Il y a des moments où il y a un creux dans la saison. Vous y êtes? Dans ce creux? Ouais, on y est là. On y est. Et comment ça se fait là? Parce que vous avez bien débuté pourtant. Ouais, on a bien débuté. On était directement dedans. Et après, dans une saison, il y a toujours un petit creux. Et là, on est dans cette période-là, mais on va rebondir. On va rebondir vite. Ouais, vous allez vous en sortir. Le groupe, en général, on dit, est-ce qu'il y a un bon état d'esprit? Est-ce qu'il y a de l'ambiance? Parce que c'est vrai que quand les résultats ne sont pas là, c'est plus difficile d'avoir une bonne ambiance. Non, on s'entend tous bien. Il y a une bonne ambiance et tout le monde est dans le même état d'esprit. Sans panique, sans rien? Non, il ne faut pas paniquer dans ces cas-là. Non, il ne faut pas paniquer. Donc, on va évidemment s'accrocher à cette ambition de redresser la barre. D'ailleurs, c'est ce que dit votre entraîneur, Gérald Baticle, hein, même après la défaite à Rennes. Il insistait là-dessus. Comme d'habitude, on écoute l'entraîneur d'Angesco. Bien sûr que ça pèse. Je peux pas. On a bien conscience que c'est une passe difficile, c'est un énorme creux. Et je vous dis, on lutte, tout le staff, les joueurs également, pour garder de la confiance, parce qu'on a besoin de confiance pour ne pas être tétanisé, pour oser prendre des risques, parce que le football demande des prises de risques, demande des équilibres évidemment défensifs, mais demande des prises de risques. Et il faut de la confiance pour prendre des risques. Et lorsque vous êtes dans une série comme ça négative, c'est de plus en plus difficile. Donc, à travers le travail, il faut qu'on trouve la réussite pour garder toute cette prise d'initiative, tout cet talent qui est nécessaire pour fournir du jeu offensif. Voilà, il reste zen, le coach d'Angesco, parce que c'est vrai qu'il faut positiver et surtout il faut rester sur une dynamique où les joueurs peuvent s'exprimer. Et c'est ce qu'il dit, il ne faut pas être tétanisé par l'enjeu. On a vu justement ce début de saison, on va parler des ambitions qu'on va certainement résumer au maintien. Et oui, même si ce début de saison 2021-2022 avait peut-être donné un peu d'ampleur aux ambitions angevines, là, voilà, 29 points au compteur. On va regarder tout à l'heure ensemble le classement de cette Ligue 1, mais pour le moment, on va surtout s'intéresser à ce que disait le capitaine d'Angesco, Ismaël Traoré, qui s'est exprimé avec les supporters, parce qu'évidemment, ça gronde un petit peu quand il n'y a pas de résultat. Et sur le tweet, en gros, je résume, faut qu'on se bouge le cul. C'est un peu le message qu'il a voulu laisser passer, le capitaine, dans les vestiaires. Le message de se bouger un petit peu les fesses, c'est le message qui vous a aussi laissé passer dans le vestiaire en disant maintenant il faut se remuer un peu, ou il est resté un peu comme le coach en disant tranquille, on va régler ça ensemble? Non, il nous a dit faut qu'on se bouge, faut qu'on retrouve vite le goût de la victoire. Et on sait que si on regoute à la victoire, ensuite tout va aller pour le mieux. Tout va aller pour le mieux. Et on verra de toute façon ce qu'elle va commencer par avoir comme match sur les prochaines journées. On regarde ensemble le classement de cette Ligue 1 avec Angers, donc on l'a vu, 14e et c'est 29 points. Il y a encore un matelas d'avance sur les 3 derniers, 5 points d'avance sur Lorient qui est le premier barragiste. Et puis Nantes, on le voit sur ce classement, 6e avec 42 points. On en reparlera de Nantes dans quelques instants aussi. On va regarder les matchs à venir également pour nos deux clubs de la région, avec ce déplacement à 3 pour les Nantais. Et puis la réception de Reims, 14e contre 13e. On ne peut pas dire que ça commence à être urgent, mais là, sur ce genre de confrontation directe, il ne faut pas se manquer quand même. Il ne faut pas se manquer, il faut absolument la victoire. Dès ce week-end, il faut absolument la victoire. Au week-end prochain, pareil. Bon, on espère que ça va marcher pour Angers et que ça va repartir de l'avant. Petite question, toi qui aimes le foot, tu as regardé PSG Real?
Hier, ouais. Bon, ça va. C'était plutôt un match assez incroyable, comme d'habitude avec le PSG, même s'il n'y a pas eu la qualif au bout. Alors, chaque semaine, nous ici, on fait une petite chronique avec la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire, qui nous amène un petit éclairage particulier. Là, ce sont des nouvelles démarches sur le foot. Et d'ailleurs, c'est le foot en marchant. Je ne sais pas si tu connaissais. Bon, ça a peut-être été adopté par les Parisiens sur les 15 dernières minutes. On en reparlera ensemble peut-être tout à l'heure. Le foot en marchant, c'est la chronique de la Ligue. Donc on s'est lancé il y a quelques semaines, on dit pourquoi on ne ferait pas du foot en marchant. Et puis voilà, c'est le jour J. Quand on a eu l'idée, je me suis documenté auprès de mon président là, du club qui a dit bon je contacte les gens du district, c'est-à-dire Florian. Là dans un premier temps, on va essayer de voir si on peut continuer tranquillement jusqu'à la fin de la saison, faire des séances de découverte plus ou moins jusqu'à la fin de la séance. Et après optimiser avec une section pour l'année prochaine. On voudrait bien aller dans ce sens. Du coup, l'intérêt de cette pratique, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est intergénérationnel. Là, il y a plus des personnes qui sont retraitées, mais ça peut concerner des papas, des papis, mais aussi les enfants et puis aussi des mamans. Mais en tout cas, on pense que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans la vie associative. J'en ai vu un qui a couru. Tu pourrais faire du foot en marchant ? Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, il y a des règles qui doivent être assez incroyables, précises, pour pas effectivement commencer à courir sans le vouloir. Alors, on parlait du foot en marchant. On va évidemment aussi s'intéresser maintenant, après la Ligue 1, au championnat national. Je sais pas si tu le suis, c'est parti. Le national avec Laval et Le Mans, vous le voyez, qui impressionne évidemment puisque les Lavallois sont en tête, on le verra tout à l'heure, de ce championnat national. Ils ont gagné, on va voir les images avec cette victoire à domicile face aux Cristoliens, aux Franciliens de Créteil avec le but magnifique, cette frappe du gauche d'Edson justement sur cette frappe limpide et puis le doublé de Kader Nchobi qu'on avait reçu sur ce plateau qui arrive bien à tromper la vigilance du portier cristolien. Voilà, ça c'est la frappe de Durban qui est repoussée, mais Nchobi a bien suivi dans un angle impossible. Il arrive à marquer 3-1. La victoire donc du Stade Lavallois qui a parfaitement répondu après l'échec face aux Manceaux. C'était lors du derby du Maine. Des Manceaux qui, eux aussi, on va le voir, longtemps portés chez le leader, l'ancien leader Concarneau, avec un but signé de leur nouvel attaquant qui arrive d'Écosse, Nandouillet, qui a inscrit du plat du pied un but à la Thierry Henry. Hop, petite frappe enveloppée, petit filet à la plus grande joie de Chris, même si Concarneau s'est montré particulièrement menaçant. Mais Pierre Patron dans les buts a été impeccable. On voit une belle frappe juste au-dessus. Et Le Mans qui s'impose donc à Concarneau. Un but à 0, ce qui va nous permettre, alors qu'on va voir la joie peut-être des Manceaux dans ces parties sur la dernière image. On va voir le classement désormais. Il reste 10 journées à disputer. Laval en tête, 48 points. On le sait, les deux premiers vont monter directement. Le troisième disputera un barrage. Et puis Le Mans est revenu à 4 points du podium avec 39 points. Autant vous dire que ça va être hyper intéressant. Tu suis tout le football en règle générale, de la Ligue des Champions jusqu'à quel niveau ? Ligue des Champions jusqu'à... Après, national je suis pas du tout. Ligue 2, je suis parce que j'ai des potes à moi qui sont en Ligue 2. D'accord. On peut connaître ton meilleur pote qui joue en Ligue 2, c'est qui ? J'en ai un qui joue avec moi. Il joue avec moi à Saint-Nazaire. Ah oui. Yoann Kassubi joue à Niort. D'accord. Et donc il était à Saint-Nazaire aussi. Ouais, il joue avec moi. Dans la même équipe, on était. D'accord. Et donc lui joue du côté des Chamois niortais en Ligue 2. Ouais, voilà. Eh ben, on lui fait un petit coucou en même temps. Allez, on a vu le classement de cette nationale. On va gérer les matchs à venir pour nos clubs. Le Mans-Boulogne. Beaucoup à jouer pour les Manceaux parce que Boulogne est dernier, vraiment déjà condamné à la descente en N2, c'est quasiment fait. Puis Cholet recevra le Red Star, 11e contre 12e. Laval, attention au déplacement du côté de Châteauroux, où il y a pas mal d'anciens pros aussi qui sont là-bas. On pense à Nolan Roux, par exemple, qui est du côté de Châteauroux. On a parlé du national, on va parler du FC Nantes, mais cette fois du foot féminin. Regardez. Le foot féminin FC Nantes, le FC Nantes dans le dernier carré, les Canaries ils cartonnent cette année en Coupe de France. Les hommes sont en finale face au GC Nice et les Nantaises se sont qualifiées pour les demi-finales. Et oui, des deux pourtant, l'équipe féminine de Nantes, elle ira jouer à Yzeure le 27 mars prochain contre un autre club de 2e division. Félicitations à elle pour ce beau parcours en Coupe de France. Toujours pas de problème aux oreilles, je peux y aller ? Non. On y va ? Ouais. Allez, on y va, c'est le quiz de fin.
C'est l'heure du quiz de fin pour Baptista Mendy, notre invité justement. Bah, ça tombe bien parce que tu nous parlais de potes nazériens qui évoluent en pro. Moi, je vais te donner 3 joueurs professionnels qui ont porté, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, le maillot nazérien. Je vais te demander lequel est vraiment né à Saint-Nazaire, puisque toi, tu es né à Saint-Nazaire. Alors, est-ce que la réponse A, est-ce que c'est Yoann Poulard qui est né du côté de Saint-Nazaire? Est-ce que c'est réponse B, Stéphane Mahé qui a joué notamment au Celtic de Glasgow également, qui a été entraîneur à Saint-Nazaire? Est-ce que c'est la réponse C, Stéphane Pédron, qui est né à Saint-Nazaire? Alors lequel des 3? Réponse A, Poulard. Réponse B, Mahé. Réponse C, Pédron. Pédron. Pédron, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ah non, c'est pas la bonne réponse. Stéphane Pédron, il est né à Redon. Et il a joué évidemment à Saint-Nazaire lui aussi. Mais c'est Yoann Poulard, qui est revenu d'ailleurs au club du SNAF et qui est né du côté de Saint-Nazaire, alors que Stéphane Mahé est né à Puteaux, en région parisienne. Et par contre, il a grandi du côté de Trignac, que tu connais bien également. Allez, on termine comme chaque semaine par notre coup de cœur. C'est parti. Allez, un coup de cœur qui va faire parler. On parlait de l'équipe parisienne et notamment de ses stars. Je ne sais pas si tu as regardé sur les réseaux sociaux, mais il y en a un qui profite un petit peu de son côté sosie avec Léo Messi. Je ne sais pas si tu avais vu passer cette petite anecdote. Alors, ce n'est pas une anecdote parce que c'est en Iran. Il se faisait passer pour Léo Messi auprès des femmes, notamment. Alors, voilà, il a quand même couché avec 23 femmes. Il a été condamné, évidemment, puisque pour faux usage de faux. Et il a dû, évidemment, présenter déjà ses excuses à toutes ces femmes et surtout aller en prison, ce qui est un peu moins drôle. Évidemment, voilà, ça a été un petit peu le sourire et le coup de gueule plutôt de cette fin du USB Foot. Merci Baptista, merci d'avoir été présent pour cette émission. Et puis on va te retrouver évidemment sur les terrains avec le maillot d'Angesco bientôt pour porter haut les couleurs de Saint-Nazaire qu'on salue évidemment. Au passage, la semaine prochaine, on retrouvera le club de l'Olympique de Saumur et Julien Souris ici même à la place de Baptista Mendy. Excellente fin de semaine à tous. À bientôt. Bye bye.